la forêt, elle n'a pas besoin de l'homme. C'est une première chose hein, sans ça, ça se saurait. Alors, nous recevons Thierry Gauquelin. Thierry Gauquelin est professeur émérite à Aix-Marseille Université. Il travaille au sein de l'Institut méditerranéen de la biodiversité et de l'écologie, l'IMBE, sur le fonctionnement, la dynamique et la biodiversité des forêts dans l'ensemble du pourtour méditerranéen. Donc, dans ce contexte, évidemment, tu portes une attention particulière aux sols, à leur biodiversité et à leur préservation. Donc, tu as été également l'instigateur et le responsable jusqu'en 2020 de la station expérimentale O3HP qui se trouve dans les Alpes de Haute-Provence, pas très loin de chez nous, et qui a vocation à étudier l'impact du changement climatique sur la forêt de chênes pubescents méditerranéens. On va en reparler. Mais pour commencer, je me réfère à cet ouvrage que tu nous as apporté ce matin et je t'en remercie, nous en reparlerons également, qui s'intitule Des arbres et des forêts, qui a été édité aux éditions L'Harmattan. Et voilà, au hasard des pages, je suis tombée sur celle-ci, L'intelligence des arbres. Et donc je vais simplement citer Prévert qui dit « Jadis, les arbres étaient des gens comme nous, mais plus solides, plus heureux, plus amoureux peut-être, plus sages, c'est tout. » Simplement peut-être revenir sur la définition de ce qu'est une forêt. Est-ce que deux arbres font une forêt ou est-ce qu'il en faut plus? Alors il en faut plus. Alors il y a plusieurs définitions d'une forêt. Évidemment, pour nous, écologues, une vision peut-être quelquefois un peu fantasmée d'ailleurs d'une forêt, eh bien, c'est un écosystème extrêmement complexe, avec des tas d'interactions entre la végétation, le sol, la faune, etc. Et évidemment, il faut des arbres dans cette forêt, mais c'est surtout cette idée de complexité de l'écosystème, de diversité, qui est très importante. À côté de ça, il y a des définitions qui sont plus, j'allais dire, administratives, mais qui sont aussi extrêmement intéressantes. Bon, évidemment, si on demande à un enfant ce que c'est qu'une forêt, il va dire il y a des arbres. Mais on peut se poser la question, combien d'arbres? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un couvert absolument continu ou pas? Et puis des arbres, alors on ne va pas revenir sur la définition des arbres, mais à quelle hauteur? Est-ce que s'ils font des petits arbres de 3 mètres, est-ce que ça peut constituer une forêt? Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir la définition qui a été donnée par la FAO et qui est utilisée quand on veut faire des statistiques sur les superficies forestières. Eh bien, on dit simplement qu'une forêt, eh bien, c'est un espace qui donc fait au moins un demi-hectare et dans lequel on a évidemment des arbres, mais avec un recouvrement supérieur à 10%. Alors ça veut dire quoi le recouvrement? Ça veut dire c'est la projection de la couronne des arbres au sol. Donc il n'y a pas besoin qu'il y ait quelque chose de très, très dense. 10% sont suffisants pour dire que l'on a affaire à une forêt. Avec en plus, on rajoute un autre caractère, c'est que les arbres doivent faire au moins 5 mètres à maturité. Donc l'idée d'une forêt comme celle du petit chaperon rouge, très fermée et tout, voilà. Alors cette définition où on peut avoir des formations un peu lâches, sans trop de recouvrement, eh bien c'est intéressant pour la région méditerranéenne parce que c'est justement dans la région méditerranéenne qu'on peut trouver un peu ce type de forêt un peu plus ouverte. Mais évidemment qui ne correspond pas du tout à la définition d'un forestier du nord de la France, etc. Mais ça veut dire quand même que à partir du moment où on a 10% de recouvrement, eh bien les arbres vont imprimer leur marque au milieu, au sol, etc. Et qu'on aura un milieu complètement différent d'un milieu justement sans arbres. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité justement de nos forêts méditerranéennes? À quoi elles ressemblent? Est-ce qu'on peut un petit peu les définir de par leurs essences, de par leur taille peut-être? Alors déjà, la forêt méditerranéenne, c'est une forêt qui se trouve tout simplement sous un climat méditerranéen. Alors ça paraît banal, mais en fait c'est très important parce que le climat méditerranéen, on le sait, c'est un climat qui est caractérisé par la période de sécheresse estivale, une période où il y a très peu de pluie et où il y a une chaleur importante, ce qui constitue un stress important pour les végétaux. Et du coup, une forêt méditerranéenne, c'est une forêt avec des arbres qui doivent
pouvoir résister à ce stress, être adapté à cette contrainte-là. Donc ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, peut-être qu'on pourra en reparler, c'est très intéressant cette idée d'une forêt qui est bien adaptée à des conditions de stress hydrique et de chaleur, parce que les forestiers du nord de l'Europe se tournent vers notre forêt méditerranéenne en disant mais comment vous faites pour que vos arbres résistent à des conditions que nous, on va peut-être avoir dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, et peut-être même déjà aujourd'hui. Alors ensuite, cette forêt méditerranéenne, eh bien, donc, il faut des espèces qui soient adaptées, donc, on vient de le dire, à cette contrainte. Et c'est par exemple des espèces qui vont limiter au maximum leur transpiration, hein, parce que la transpiration, c'est une perte d'eau. Et donc, il faut limiter au maximum sa transpiration. Il y a plusieurs moyens. Avoir des feuilles toutes petites, émettre dans l'environnement des essences qui vont constituer une couche limite, qui vont aussi limiter cette transpiration. Donc, on a tout un stock d'espèces particulières au climat méditerranéen qu'on retrouve dans cette forêt méditerranéenne. Ensuite, eh bien, si vous interrogez, je reparle toujours des forestiers du nord de l'Europe, un forestier du nord de l'Europe sur la forêt méditerranéenne, il va vous dire oui, c'est une forêt un peu chétive, pas très développée, etc. Ce n'est pas toujours le cas, hein. On peut avoir des très belles forêts en région méditerranéenne. Et puis surtout, eh bien, un point très important, c'est que c'est une forêt qui est très riche en espèces, et notamment en essences forestières. Donc on a une diversité d'espèces beaucoup plus grande. Et là, quand je parle de la forêt méditerranéenne, je ne parle pas uniquement de la forêt méditerranéenne dans la région méditerranéenne française, mais dans tout le bassin méditerranéen. Et on voit par exemple que si on regarde les sapins, on ne pense pas du tout qu'un sapin, ça peut être une espèce méditerranéenne. Eh bien, sur le pourtour méditerranéen, vous avez 7 ou 8 ou 9 espèces de sapins différentes qui ont pu se développer sur tout le pourtour méditerranéen. Une espèce particulière en Sicile, une autre au Maroc, une troisième en Andalousie, c'est l'Abies pinsapo, qui est une magnifique espèce de la région de Ronda. Donc une diversité extrêmement importante avec en plus ce qu'on appelle un fort taux d'endémisme, c'est-à-dire d'espèces qui n'existent que dans ce bassin méditerranéen. Donc la forêt méditerranéenne, elle a beaucoup d'atouts. Et c'est aussi une forêt qui, malgré une implantation humaine très très ancienne, malgré une utilisation par l'homme très ancienne, a pu quand même résister. Dans certains cas, on parle même d'une espèce de coévolution entre l'homme et la forêt pour cette région méditerranéenne. Est-ce qu'en Provence, l'homme a cultivé la forêt, exploité la forêt? Et si oui, jusqu'à quand et comment? Alors, ce qui s'est passé, c'est peut-être un peu exacerbé pour la région méditerranéenne, c'est évidemment une activité extrêmement ancestrale de charbonnage, hein, de fabrication de charbon de bois. Hein, et quand on se promène dans toutes les forêts de la région méditerranéenne, eh bien, on voit très souvent ce qu'on appelle des charbonnières, c'est-à-dire des zones plates, relativement plates, avec un sol très noir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une accumulation de charbon de bois. Eh bien, c'est des secteurs où pendant des centaines d'années, eh bien, on a fabriqué du charbon de bois parce qu'il faut mieux fabriquer le charbon de bois sur place que de descendre du bois très lourd et puis faire le charbon de bois. Voilà. Et donc ça a été une activité très importante qui a donné lieu d'ailleurs à ce qu'on appelle le taillis, c'est-à-dire parce que pour faire du charbon de bois, on utilise des espèces qui, comme les chênes, qui, ce qu'on appelle, rejettent de souche, c'est-à-dire que quand vous les coupez à la base, l'arbre ne meurt pas, mais va redonner différents brins, et tous les 30 ans, 40 ans, vous allez venir couper les brins les plus gros, ou l'ensemble des brins, vous allez fabriquer sur place du charbon de bois, et donc une activité extrêmement importante. Ça, c'est l'une des premières activités, mais il faut aussi penser au pâturage sous forêt, qui était quelque chose qui a été extrêmement développé aussi. Et on sait que beaucoup d'espèces d'arbres
on peut penser aux frênes, mais on peut penser aussi aux chênes, eh bien, peuvent constituer des très bons fourrages pour les animaux. Et donc, pâturage en forêt, important. Et puis, évidemment, dans d'autres cas, il y a eu aussi des coupes de bois pour la construction, etc. Mais on était quand même dans un système où on pouvait arriver à un certain équilibre voilà, entre pâturage, charbonnage, etc. Oui, on n'est pas dans une configuration comme dans les Landes, par exemple, où on voit que la sylviculture est vraiment une agriculture, que la forêt est exploitée, voire surexploitée. Ici, on a toujours eu Oui. un rapport assez équilibré. Et puis, on a eu un rapport équilibré, et puis avec des modèles très, très particuliers, comme on peut le retrouver en Espagne ou au Maroc, etc., qui sont des systèmes d'agro-silvo-pastoralisme. Hein. Je pense notamment au DSA d'Espagne, où vous avez des écosystèmes très, très intéressants. Vous avez des arbres. Ça peut être des chênes verts, ça peut être des chênes lièges, encore une autre espèce d'ailleurs, le chêne liège, qui peut être utilisé pour la subériculture, pour la récolte du liège. Eh bien, vous avez dans le milieu des arbres, vous avez des cultures sous ces arbres, et vous avez des animaux qui viennent profiter des glands. Alors, ça peut être les cochons qui vont vous donner les fameux patanes gras, etc. Mais ça peut être, c'est moins sympathique, les taureaux de corrida, etc. Et ça peut être au Maroc les chèvres dans les formations avec de l'arganier. Tout ça. Et donc il y a un équilibre qui se crée. Et je pense qu'on pourrait, notamment en région méditerranéenne française, avec le changement climatique, s'inspirer de tout cet agro-silvo-pastoralisme qui est tout à fait intéressant, justement, avec le changement climatique. Alors, cette forêt méditerranéenne avec laquelle on a vécu à peu près en équilibre, on va peut-être mettre de côté pour le moment la menace qui a été celle de l'urbanisation. Et j'imagine que ça a été la plus grosse menace, non, sur la forêt méditerranéenne. Alors, c'est un peu compliqué parce que, bon, d'une façon générale, en France métropolitaine et, j'allais dire encore plus, en région méditerranéenne française, la forêt est en pleine augmentation des superficies. Globalement, si on regarde les choses, eh bien, le minimum forestier en France, ça a été dans les années 1830, où on avait à peu près 9 millions d'hectares de forêt. Il faut savoir que la France métropolitaine, mais ça tout le monde le sait, mais certains l'ont oublié, c'est 55 millions d'hectares, 550 000 km². Parce que les hectares, plus personne ne sait ce que c'est qu'un hectare. Maintenant, souvent, notamment dans les médias, on parle en terrain de foot. Donc, moi, je préfère parler en hectares. Voilà, perso, en hectares. mais... Donc, il y avait à peu près 1830 minimum forestier, à peu près 9 millions d'hectares. Ça a été vraiment le minimum, où il y a eu une pression jusqu'à ces moments-là très importante. Et puis ensuite, du fait de la déprise agricole et pastorale, progressivement, les superficies forestières ont augmenté naturellement. Bien sûr, il y a eu aussi des activités de reboisement, notamment avec le réseau de restauration en montagne. Ça, c'était dans les années 1880. Et puis ensuite, on a eu le Fonds forestier français dans les années 1960, etc., où les banques, d'ailleurs, ont beaucoup investi dans la forêt, etc. Mais globalement, eh bien, l'abandon de pâturage, l'abandon de culture dans les milieux de montagne et dans les milieux méditerranéens, eh bien, qu'est-ce qui s'installe? C'est la forêt qui progressivement s'installe, avec, on le sait bien, en région méditerranéenne, des espèces comme le pin d'Alep, qui est une formidable espèce pionnière, qui, dès qu'un milieu est abandonné, eh bien, le pin d'Alep s'installe. Et normalement, si tout se passe bien, mais tout ne se passe pas toujours bien, à la suite de ce pin d'Alep, ce sont les chênes qui ont besoin un peu d'ombre, qui vont s'installer sous les pins. Donc il y a effectivement cette augmentation des superficies. Alors je disais 9 millions d'hectares en 1830 et on est arrivé à 17 millions d'hectares aujourd'hui. 17 millions d'hectares, c'est à peu près 30% de la superficie de la France qui est occupée par des forêts. Ça doit nous interroger d'ailleurs, parce que si on s'y intéressait
à hauteur de 30% de nos préoccupations, ce serait intéressant. Et alors c'est intéressant aussi parce que ça nous interroge sur ce qu'on appelle la naturalité des forêts. À l'heure actuelle, quand vous vous promenez dans une forêt, il y a une chance sur deux que cette forêt n'existait pas il y a 200 ans. Hein. Et à l'heure actuelle, donc, il y a cette augmentation qui continue, malgré les incendies, etc. Et c'est en gros 60 à 70 000 hectares de forêt par an en plus en France. Et pour ce qui concerne la région méditerranéenne, c'est en gros 15 000 hectares de forêt en plus tous les ans en région méditerranéenne. Donc j'imagine que pour toi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Est-ce que ça doit l'être pour nous tous ou est-ce que cette augmentation de la surface forestière pose aujourd'hui des problèmes de cohabitation, d'usage, etc. Bien sûr, alors c'est une bonne nouvelle sur différents aspects, notamment pour la fonction fixation de carbone que l'on a, même si cette fixation, ce puits de carbone des forêts, eh bien, il commence à être un peu... à se tasser et même dans certains cas à s'inverser. Hein. Ouais. Mais après, c'est évident que voilà, je pense qu'il faut arriver aussi à un équilibre. Je parlais d'agro-silvopastoralisme, je parlais de maintien de l'élevage extensif dans les zones de montagne, etc. Je pense que là, il faut arriver à un certain équilibre à ce niveau-là. Ce n'est pas pour autant qu'il faut utiliser ces forêts en pleine croissance pour mettre des panneaux photovoltaïques ou des choses comme ça. Mais au niveau de la biodiversité, voilà. Mais moi, je travaille avec le parc du Luberon, et bien évidemment, certaines personnes qui s'occupent de la biodiversité des milieux ouverts, des pelouses à orchidées, des rapaces, etc., sont inquiets en disant mais voilà, les milieux se referment. Est-ce qu'il faut forcément laisser le milieu se refermer? De toute façon, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix, etc. Justement, tu parlais de cette fonction de captation du carbone par la forêt. Est-ce qu'aujourd'hui, la forêt est toujours un bon puits de carbone? Alors, première chose, à l'échelle mondiale, c'est encore quelque chose de très très important. C'est plusieurs gigatonnes qui sont captées par la forêt tous les ans. Et si on n'avait pas la forêt, ce serait vraiment catastrophique. Alors, par contre, pour ce qui nous concerne, notamment, il y a eu des publications très récentes qui ont alarmé sur le fait que dans certaines régions, eh bien, cette fonction de puits de carbone était en train de diminuer, et non seulement de diminuer, mais dans certains cas de complètement être supprimée, et que la forêt relarguait plutôt du carbone. Mais alors, et ça c'est lié au changement climatique, etc. Mais c'est vrai... je pense que peut-être il faut aussi prendre en compte cette augmentation naturelle de la forêt, qui est un bon signal. Et puis il y a eu quand même des événements exceptionnels. Il y a eu notamment pour la région de l'Est de la France, qui effectivement ne remplit pas la fonction de puits de carbone. Il y a eu des dépérissements extrêmement importants dans les épicéas qui ont été attaqués par les scolites. Et on a eu des forêts entières qui ont été détruites par ces scolites. Mais il faut savoir que pourquoi il y a eu ça, bien sûr le changement climatique est important, mais pourquoi les scolites ont proliféré, eh bien c'est parce qu'en fait, on ne va pas incriminer les gens qui avaient fait ça à l'époque, c'est qu'on a planté des épicéas dans des zones de plaine, à basse altitude, où il n'est plus du tout adapté, notamment avec le changement climatique. Donc il s'affaiblit. Affaiblissement, ça veut dire que les scolites s'en donnent à cœur joie, etc. Et en plus, et là peut-être qu'on en reparlera, on a planté des sapins d'une façon monospécifique, c'est-à-dire on a planté uniquement une seule espèce, et on sait bien que la diversité des espèces, etc., eh bien, est un gage de résilience extrêmement important. Alors aujourd'hui, quand on a un incendie, derrière, on ne replante plus, on laisse faire. Et qu'est-ce qu'on voit repousser? Alors on voit plusieurs choses repousser. On voit, après un incendie, on voit d'une part
s'il y avait par exemple des chênes, ça peut être des petits chênes comme le chêne kermès ou bien le chêne vert, eh bien, qui sont justement des espèces qui peuvent repartir de la base. Donc on voit des jeunes pousses qui partent du niveau du sol et qui vont se développer. Ça, c'est un premier type d'espèces. Le deuxième type d'espèces qui vont se développer, c'est des espèces pyrophytes, comme par exemple des cystes, hein, des petits buissons. Et là, eh bien, c'est à partir de graines qui sont dans le sol et qui vont pouvoir germer après l'incendie. Et puis après, le pin d'Alep, hein, bien sûr, qui se développe très bien à partir de graines suite à l'incendie. Et tout ce beau monde va se développer avec, en première ligne quand même, le pin d'Alep, et s'il y avait des chênes qui ont persisté. Alors, vous avez aussi des forêts qui résistent bien à l'incendie. On parlait tout à l'heure des forêts de chêne-liège, qu'on appelle les subérets. Eh bien, dans une subéraie, si le feu est passé relativement rapidement, eh bien, c'est simplement l'écorce extérieure, le liège, le subère qui a été brûlé, et vous avez des bourgeons qui vont repartir sous cette écorce, sous ce liège, et l'arbre va, en quelques années, revenir. Voilà. Ça résiste bien à l'incendie, mais il ne faut pas que ces incendies soient trop fréquents. Hein. Si c'est un incendie tous les 50 ans, 60 ans, c'est bien, enfin c'est bien, ça passe. La forêt méditerranéenne est adaptée à ça. Mais si c'est un incendie qui passe tous les 20 ans, eh bien là, ça posera des problèmes importants. Alors justement, avant qu'on va évoquer la question des sols, mais je voulais te poser cette question toute bête, mais comment va notre forêt? Est-ce qu'elle se porte bien, notre forêt méditerranéenne? Alors, notre forêt méditerranéenne se porte pas très bien. Hein. C'est évident qu'il y a un certain nombre de dépérissements qui sont remarqués un peu partout, évidemment, notamment ces dernières années. Mais voilà, elle ne se porte pas très bien. Est-ce qu'elle est résiliente? Alors voilà, elle est quand même résiliente et alors on peut être inquiet dans certains secteurs, etc. Mais je pense qu'elle n'est pas encore. Hein, elle s'adapte quand même au milieu. Moi, je suis inquiet, mais pas. De toute façon, ça ne sert à rien d'être inquiet. Donc, Donc, tu nous l'as expliqué, la forêt, c'est un écosystème avec effectivement des arbres, mais aussi des sols, le sol. Alors, peut-être 2 mots sur la fonction, si tant est que le sol doit avoir une fonction, mais en tout cas, quel est le rôle d'un sol dans l'écosystème d'une forêt? alors, ben, le sol, c'est évidemment fondamental. Hein, et sans sol, on n'aurait pas de forêt. Parce que d'une part, et c'est évidemment le milieu dans lequel vont s'ancrer les arbres, hein, par leurs racines, ça c'est essentiel, mais c'est aussi le milieu dans lequel eh bien, les arbres et toutes les espèces végétales vont trouver leurs substances nutritives, leurs éléments nutritifs, l'azote, le calcium, le magnésium, etc. Et puis aussi l'eau, bien sûr, qui est absolument fondamentale. Donc, si vous voulez, normalement, il doit y avoir un certain équilibre entre la forêt et le sol pour que tout fonctionne bien, puisque tout ça résulte aussi de ce qu'on appelle des cycles biogéochimiques, c'est-à-dire que si on part d'un sol nu, alors pratiquement sans sol, et puis la végétation qui s'installe, eh bien peu à peu, la végétation, les arbres vont apporter de la matière organique qui va se mélanger avec la matière minérale du sol, avec les rochers qui vont se désagréger, etc. Et peu à peu, le sol va s'approfondir en même temps que la végétation va se développer. Donc il faut qu'il y ait un certain équilibre à ce niveau-là, évidemment. Et le sol, à mon avis, c'est complètement essentiel. C'est-à-dire c'est indissociable non seulement des écosystèmes forestiers, mais de tous les écosystèmes ou de tous les agrosystèmes. Est-ce que la forêt est un endroit propice à des sols heureux? Contrairement, je pensais à l'agriculture, Non, par mais exemple. c'est un. Alors, déjà, c'est un. Oui, bien sûr,
Pourquoi? Parce que justement, c'est dans un milieu forestier où il y a une certaine stabilité, où il y a un milieu qui est assez tamponné au niveau de la température, etc. Eh bien, c'est dans ce milieu-là, forestier, on peut préserver, par exemple préserver d'un orage violent, contrairement à un milieu sans arbres, eh bien que le sol va pouvoir bien se développer, s'approfondir, sachant qu'un élément essentiel d'un sol, c'est sa matière organique. S'il n'y a pas de matière organique, il n'y a pas de sol. On reste dans un milieu minéral. Et cette matière organique, eh bien, dans un sol forestier qui se respecte, eh bien, ça va être une matière organique relativement importante, qui va être bien liée à la matière minérale et qui va abriter une biodiversité importante, au niveau desquelles eh bien, les feuilles des arbres vont rapidement pouvoir se décomposer, relarguer les éléments minéraux qui vont ensuite repasser dans les racines. Et puis un milieu dans lequel il y aura eh bien, tout un réseau, ce qu'on appelle de mycorhizes, hein, de champignons, etc. Voilà, c'est tout à fait important. Et ce milieu d'ailleurs de forestier, des sols forestiers est un milieu très intéressant parce que de plus en plus, on voit qu'il y a des études, je le disais tout à l'heure, où ce milieu forestier, et notamment au niveau du sol, eh bien, ça tamponne toutes les variations importantes que l'on a. Et on sait que le changement climatique, ça va être aussi des extrêmes qui vont augmenter. Eh bien, imaginons ce milieu forestier plus tamponné. C'est pour ça que, évidemment, à ne pas faire, eh bien, c'est à détruire ces sols forestiers, comme on peut le faire quand on fait des coupes à blanc, hein, qui sont une catastrophe écologique et qu'il faut évidemment éviter à tout prix, parce qu'après une coupe à blanc, eh bien, le sol va être livré aux incendies, il suffit qu'il y ait une petite pente, etc. Une coupe à blanc, ça veut dire une coupe à ras du système racinaire ou Non, c'est non, ça? à ras du système, voilà, on coupe toute la partie, on coupe tous les arbres. Voilà. Dans une parcelle, on coupe toutes les arbres pour les exploiter, et on se dit, eh bien voilà, on va remettre, comme dans les Landes, on va remettre ensuite on va planter des nouveaux arbres, etc. Et ça s'éloigne beaucoup de ce que nous on préconise, mais de plus en plus de gens préconisent ça, c'est-à-dire une sylviculture beaucoup plus douce, à ce qu'on appelle à couvert continu. Hein, on parle aussi quelquefois de futaie irrégulière, c'est-à-dire un milieu dans lequel eh bien, on va avoir pour les arbres toutes les classes d'âge, des grands, des moyens, des petits. Et puis donc, quand on va vouloir exploiter, parce que c'est important de pouvoir exploiter aussi la forêt, hein, de pouvoir avoir du bois d'œuvre, etc., eh bien, on va couper quelques gros, mais on a la relève, on a des moyens, des petits qui vont les remplacer. On aura toujours un couvert forestier, et c'est complètement différent de ce qu'on appelle la futaie régulière, où là, on a tous les arbres qui ont le même âge, on va tous les couper en même temps, et puis on va remettre des nouveaux arbres, mais il y aura toute une période où le sol sera à nu. Alors, ça, c'est la façon dont on doit gérer la forêt. Tu as apporté des commentaires, donc on a eu un rapport en juillet dernier. Alors, je reprends mes notes parce que alors moi, ce genre de document un peu administratif, donc qui a été commandé par le gouvernement, hein, si je ne m'abuse. Voilà. Donc le 26 juillet dernier, c'est le rapport Objectif Forêt en vue de l'élaboration du plan national de renouvellement forestier. Donc ce rapport a été remis à Marc Fesneau, hein, notre ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. La forêt a besoin d'être renouvelée? Alors, elle a besoin de se renouveler, mais elle peut se renouveler d'elle-même, hein. Et voilà. Alors après, elle a besoin, effectivement, avec le changement climatique, parce que la forêt, elle n'a pas besoin de l'homme. C'est une première chose hein, sans ça, ça se saurait si la forêt avait besoin de l'homme. Et donc, par contre, on est quand même dans une situation particulière, c'est que la forêt qui s'est adaptée depuis des millions d'années à différents événements, etc., eh bien là, il y a quand même un événement particulier qui est ce changement climatique qui est extrêmement rapide, hein, et qui atteint notamment une forêt
qui a été souvent une forêt qui a été donc modifiée d'une façon très importante par l'homme, notamment par des plantations, etc. etc. Donc on a certainement besoin, dans certains cas, de faire des choses hein, dans cette forêt. Mais on pourrait se dire aussi qu'on pourrait la laisser aussi se développer, faire confiance au milieu naturel. Et c'est pour ça aussi que parmi les solutions, parce qu'il n'y a pas une solution, il y a plein de solutions différentes, parmi ces solutions, eh bien, il y a cette idée de laisser la forêt, ce qu'on appelle en libre évolution, évoluer naturellement, et puis donc arriver à des forêts donc, qui vont être des forêts matures, hein, jusqu'à des vieilles forêts, avec des arbres morts. Il ne faut pas avoir peur des arbres morts sur pied ou des arbres morts au sol, etc. Ça fait partie de l'écosystème. Et donc, c'est une façon aussi de gérer la forêt que de ne pas la gérer. Je parlais tout à l'heure justement des futaies irrégulières et des forêts en couvert continu. Là, eh bien, c'est un bon moyen, en même temps qu'on va peut-être augmenter la diversité, etc., d'adapter notre forêt. C'est une autre voie qui est intéressante. Mais là, ça demande du personnel, ça demande des gens. Ça demande des gens qui connaissent le terrain, qui sont formés, qui vont pouvoir aller voir des propriétaires forestiers privés en leur disant voilà, votre forêt, eh bien, peut-être qu'on peut un petit peu améliorer la gestion pour la rendre plus résiliente au changement climatique. Et puis alors après, il y a une solution, évidemment, qui peut paraître la plus simple, la plus efficace, c'est celle de plantation, hein, de planter des arbres. Alors évidemment, tout de suite, on se dit, ben, on va planter des forêts, elles vont fixer du carbone, donc ça va être très bon pour le carbone. Mais la forêt, les services qu'on appelle les écosystémiques rendus par la forêt, c'est pas simplement de fixer le carbone. C'est de la biodiversité, c'est le cycle de l'eau, c'est l'aspect récréatif, culturel, etc., etc. Et il est évident que cette solution de facilité, avec en plus le fait que l'idée, c'est quand même de planter souvent avec une seule espèce, hein, et on sait bien qu'il y aura une résilience beaucoup moins grande, parce que quand vous avez plusieurs espèces, bien, elles vont avoir un comportement différent, etc. Puis ça peut être aussi une diversité génétique à l'intérieur d'une même espèce. Hein. Donc ce plan qui a été remis en juillet se dit un plan ambitieux, je lis hein, le texte qui est sur le site, qui reflète l'ambition du gouvernement face au changement climatique, qui dresse un état des lieux tout en proposant des actions concrètes pour répondre évidemment à l'un des axes majeurs du changement climatique. Alors juste, la question que je me posais, c'est est-ce que toi, à la lecture de ce rapport, il t'a semblé qu'il y avait effectivement des choses intéressantes à retenir et des actions concrètes à mettre en œuvre? Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qu'il aurait fallu écrire et qui n'a pas été écrit? Alors l'idée générale, c'est que pour ce qui concerne la forêt et d'ailleurs plein d'autres choses, il n'y a jamais une solution miracle, il n'y a jamais une solution unique qui permet de répondre à la question posée, qui est celle de comment adapter nos forêts au changement climatique. Et on sent bien que dans ce rapport, eh bien, l'accent est vraiment mis sur la plantation d'arbres, en se disant, voilà, là, on a une bonne solution. Et à mon avis, ça met de côté, on a parlé, un certain nombre d'autres itinéraires, d'autres types de sylviculture ou d'autres types de gestion, voire de non-gestion, qui sont tout à fait intéressantes et qui, à mon avis, sont certainement moins spectaculaires, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Le président Macron nous avait dit on va planter 1 milliard d'arbres. Mais rien qu'avec le reboisement naturel lié à la déprise agricole, on en aura presque autant
Donc on n'a gratuitement. pas besoin de Macron pour planter des arbres. Et qu'on aura gratuitement, etc. Donc, je pense qu'on peut effectivement, dans certains cas, notamment quand évidemment il y a des forêts qui ont été complètement détruites, on parlait dans les Vosges des scolytes, ben là il va évidemment falloir replanter, mais c'est pas la solution miracle. Et je pense que on est aussi, c'est presque un débat philosophique dans la mesure, est-ce que finalement il faut intervenir sur la nature, sur la forêt, ou est-ce que finalement il faut laisser faire, quitte à ce qu'il y ait d'ailleurs, il y aura des catastrophes, ça ne sera pas toujours, voilà, mais il faut accepter aussi que l'homme ne soit pas forcément celui qui il a déjà fait suffisamment de dégâts, en fasse encore plus avec des actions qui ne sont pas forcément très, très réfléchies et pas bonnes pour la biodiversité. Juste Ouais. peut-être pour représenter, on va peut-être deux mots. Donc la station expérimentale Oui. O3HP, qui se trouve dans les Alpes de Haute-Provence. Concrètement, c'est une forêt que vous avez mis dans des conditions de stress hydrique. Est-ce que tu peux nous présenter ce Oui, lieu? oui, donc l'O3HP, alors c'est en anglais, parce que c'est toujours mieux en anglais, c'est Oak Observatory at OHP, qui se situe sur un site CNRS qui est l'Observatoire de Haute-Provence, qui est un site extrêmement connu d'astronomie, puisque c'est là qu'a été, en 1995, mis en évidence la première exoplanète au monde. Mais c'est aussi un endroit avec une centaine d'hectares de chênes blancs, le chêne classique de la région de Haute-Provence. Et en fait, l'idée, ça a été effectivement de monter une station expérimentale pour un petit peu répondre à la question, est-ce que dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, avec le changement climatique, on pourra toujours avoir la même forêt de chênes pubescents, de chênes blancs? Est-ce que le chêne blanc sera remplacé par une autre espèce? Est-ce qu'on aura plus de pins d'Alep, par exemple, ou plus de chênes verts, etc. Est-ce qu'on pourra toujours faire de la trufficulture? Est-ce qu'il y aura toujours la même biodiversité, etc. Donc, on a monté cette station expérimentale. Existait déjà une station un peu analogue dans la région de Montpellier, à Puey-Chabon, où on s'intéresse aux chênes verts, et puis une autre dans la forêt de Font-Blanche, près de Roquefort-la-Bedoule, entre Marseille et Toulon, où là on étudie, c'est l'INRAE qui étudie le pin d'Alep, mais sur le chêne blanc, le chêne pubescent, qui fait quand même plus de 300 000 hectares dans notre région, il n'y avait rien. Et donc l'idée, ça a été de dire, ben voilà, le changement climatique, c'est quoi principalement qui va nous intéresser? Eh bien, c'est comme les modèles nous le prévoient. Il y a bien sûr une augmentation de la température, mais le plus important, c'est une augmentation de la sécheresse, une baisse des précipitations, notamment en période estivale. Et donc, on a installé un système très très original qui est une sorte de toit qu'on a au-dessus de la canopée, alors sur une superficie assez petite, mais ça concerne plusieurs centaines de brins de chêne, et avec un système avec des volets qu'on va fermer quand il pleut, entre le mois d'avril et le mois d'octobre. Et donc, on va finalement créer un milieu beaucoup plus sec, beaucoup plus aride. Et puis, on va regarder quel est le comportement des arbres sous cette parcelle, donc avec exclusion de pluie, par rapport à une parcelle à l'extérieur, analogue, mais où on a les pluies tout à fait normales. Et donc, maintenant, ça fait plus de 10 ans ou 12 ans qu'on a ce système-là. Et on s'est particulièrement intéressé à évidemment, plusieurs phénomènes. D'une part, la croissance des arbres, s'ils poussaient plus ou moins bien, mais après des choses un peu plus originales qui sont, par exemple, l'émission de composés organiques volatiles par les chênes, qui sont une stratégie un petit peu de défense contre la sécheresse, pour voir s'il y en avait plus ou moins. Et puis aussi, parce que c'était une particularité au niveau du laboratoire, et ça n'avait pas été fait dans les deux autres stations, tout ce qui concerne le sol et sa biodiversité. Est-ce que ça a modifié le sol ou pas? Et donc là, il y a eu plusieurs étudiants et étudiantes de thèse qui ont travaillé là-dessus, avec des résultats qui étaient très intéressants, et avec un système qui était simple, mais enfin quand même difficile à développer, c'est-à-dire que sous les parcelles exclusion et puis témoin,
on a disposé au niveau du sol ce qu'on appelle des litter bags, c'est-à-dire des petits sacs dans lesquels on met des feuilles, puis on regarde si elles se décomposent plus ou moins vite. Alors évidemment, on s'est rendu compte qu'au niveau du sol, ça se décomposait moins vite dans la zone où il y avait plus de sécheresse. Il faut de l'eau pour cette décomposition. Mais et c'est important cette décomposition parce que c'est ça qui va remettre à disposition les éléments minéraux. Mais aussi, alors ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a regardé aussi toute la faune, c'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau du sol, les petits colamboles, les acariens, etc. Et là, on a vu effectivement que eh bien, dans la zone d'exclusion, on avait eu très rapidement disparition d'un certain nombre. Alors déjà, beaucoup moins d'organismes qui se développaient, beaucoup moins d'espèces, et même disparition d'un certain groupe de colamboles qu'on ne retrouvait plus dans la zone d'exclusion, etc. Donc, ce changement climatique qu'on provoque, nous, a modifié en quelque sorte la biodiversité. Et puis, il y avait un dernier aspect qui était très intéressant dans cette manip, c'était dans nos petits litter bags, dans lequel donc on met nos feuilles, on ne s'est pas contenté, par exemple, de mettre uniquement des feuilles de chêne. On a fait des mélanges. On a mis, par exemple, des feuilles de chêne, plus des feuilles d'érable de Montpellier, plus des feuilles de pin, plus des feuilles de sumac, etc. Et on s'est rendu compte que quand on avait, en ce qui concerne la décomposition, la vitesse de décomposition, eh bien, quand on avait un mélange de feuilles, eh bien, cette décomposition, bien sûr, elle était ralentie par l'exclusion, par le fait qu'il y avait moins d'eau, mais elle était beaucoup moins ralentie que quand on n'avait qu'une seule espèce. Et on avait une preuve finalement qu'un mélange d'espèces était vraiment un bon facteur pour limiter l'impact, donc conduisait à une résilience beaucoup plus grande du milieu. Et ça, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup à l'heure actuelle, tout le monde dit oui, c'est bien, dans une forêt, il faut avoir des mélanges d'espèces, etc. Il y a des aspects qui sont assez évidents. Quand vous avez différentes espèces, elles ne réagissent pas toutes au même moment, de la même façon, etc. Donc c'est forcément bon quand il y a un stress. Mais là, on avait quand même la preuve que justement, pour un phénomène particulier qui est la décomposition de la litière, la remise à disposition des éléments minéraux, eh bien, le fait d'avoir un mélange d'espèces était quand même un facteur très, très important. Vous continuez vos recherches aujourd'hui et vous avez un nouveau lieu d'expérimentation qui se trouve toujours dans les Alpes de Haute-Provence. Est-ce que tu peux nous en parler à Saint-Christol, je crois? Oui, c'est ça. C'est à Saint-Christol et c'est un site expérimental qui a été développé dans le cadre d'un énorme programme européen qui s'appelle le programme Holisol. Au niveau de l'IMBE, c'est quelque chose qui est managé par un collègue, Mathieu Santonja, qui est très très actif à ce niveau-là. Et l'idée de ce programme Holisol, eh bien, c'est de voir quel peut être l'impact de différentes sylvicultures sur le stockage de carbone et la biodiversité du sol. Et ça, dans différentes forêts qui vont de forêts de la Lettonie, de la Roumanie, Espagne, etc. Il y a un très grand nombre de pays qui participent à ce programme. Et au niveau de Saint-Christol, donc, on a mené une manip où on a pris donc, une forêt. Et qu'est-ce qu'on a fait dans cette forêt? Eh bien, elle a été découpée en différentes parcelles. Et dans chacune de ces parcelles, on a fait des traitements différents. Qu'est-ce que c'est que ces traitements? Eh bien, le premier, ça a été de faire dans certaines parcelles des éclaircies. Parce que c'est aussi quelque chose qui est mis en avant à l'heure actuelle au niveau forestier, en se disant, voilà, on parlait d'adaptation de la forêt au changement climatique, eh bien, peut-être qu'en diminuant la densité des arbres, eh bien, ça peut être une réponse, puisqu'on sait qu'on aura moins d'eau. Si on a moins d'arbres, eh bien, peut-être que les arbres vont moins se comporter. Donc l'idée, c'est, alors, pas jusqu'à aller à la coupe à blanc, parce que là, il n'y aurait plus d'arbres du tout, mais éclaircie de 30% des arbres, de 40%, etc. Et donc, eh bien, là, c'est par exemple l'une des manips. Il y a des parcelles où il y a des éclaircies de 30%, de 50%, etc. Eh bien, on va regarder dans ces parcelles
la biodiversité du sol, la régénération, est-ce qu'il y a toujours autant de colamboles, d'acariens, de vers de terre, etc., etc. Et puis, autre manip, on sait que quand on exploite, ça peut être important de laisser au sol ce qu'on appelle des rémanents, c'est-à-dire des branches, des petites branches qui ne peuvent pas être utilisées, etc. Et bien là, c'est pareil, il y a des parcelles avec rémanents, sans rémanents, et puis on regarde ce qui se passe au niveau du sol. Donc on a évoqué le rôle de la forêt en qualité de puits de carbone, mais les sols également, les sols forestiers ont un rôle très important. Oui, les sols en général et les sols forestiers en particulier, hein, il faut savoir que si on parle non pas en termes de captation, mais en termes de stock, sans être trop technique, la végétation dans son ensemble, c'est-à-dire les forêts, plus les prairies et tout ça, c'est à peu près 750 gigatonnes de carbone, milliards de tonnes de carbone. C'est à peu près la même quantité qu'on a dans l'atmosphère d'ailleurs. Donc c'est un stock gigantesque, mais les sols, eux, c'est à peu près plus de 2000 gigatonnes de carbone. Donc il y a presque 3 fois plus de carbone stocké dans les sols qu'il y en a dans la végétation. En plus, c'est souvent un carbone qui est relativement stable, bien fixé avec les éléments minéraux, etc. Et à partir de cette idée-là, de ce fait-là, eh bien, le ministre Le Foll, ministre de l'Agriculture à l'époque, avait été alerté par un certain nombre de scientifiques sur une idée qui pourrait être intéressante, qui était de dire, eh bien, finalement, si on arrive à augmenter cette quantité de carbone que l'on a, donc de matière organique, hein, de carbone que l'on a dans les sols, eh bien, ça serait un moyen de fixer un certain nombre de carbone que l'on émet, nous, par nos émissions, donc avec les énergies fossiles, etc. Et les calculs avaient montré que si on arrivait tous les ans à augmenter de 4 pour 1000, c'est-à-dire de 0,4% la quantité de carbone à l'échelle mondiale que l'on a dans les sols, eh bien, ça pourrait compenser la totalité de nos émissions, enfin du bilan négatif de nos émissions de gaz à effet de serre, de carbone. Alors, tollé général d'un certain nombre de gens qui disent oui, mais si vous commencez à dire ça, les gens vont dire finalement, c'est pas la peine de faire des efforts pour diminuer nos. Etc. Mais le problème n'était pas là. L'idée est excellente. Hein. Le problème que l'on a, notamment dans les pays en France, par exemple, c'est qu'au lieu de faire augmenter la quantité de matière organique dans les sols depuis un certain temps, eh bien, on n'a fait que la baisser. À partir du moment où vous avez de la matière organique en quantité importante dans le sol, eh bien, vous avez un sol plus fertile qui va mieux retenir les nutriments, etc., etc. Donc c'était tout bénef. Alors après, quelles étaient les pistes à envisager? Eh bien, les pistes à envisager pour quand même réussir à augmenter cette quantité de matière organique dans les sols, c'est d'une part d'essayer de ne pas la faire diminuer dans un premier temps, mais ensuite de tas de pratiques d'enherbement, de plantation des haies, etc., d'un certain élevage bien compris, qui peuvent permettre de réaugmenter. L'enherbement, c'est un bon système aussi, hein, d'augmenter cette quantité de matière organique et de carbone. Était un peu oublié dans toute cette démarche, à mon avis, la forêt, puisqu'à partir du moment, on l'a dit, on a une forêt qui va augmenter en superficie et au niveau duquel eh bien, des sols vont se réinstaller, vont s'approfondir, vont augmenter en quantité de matière organique, eh bien, on a là un puits aussi, on a là quelque chose qui peut être intéressant pour faire augmenter la quantité globale de matière organique, de carbone dans nos sols. Est-ce que Thierry, tu es en train de nous dire que finalement, les sols ont une capacité de stockage du carbone plus importante que la végétation? Oui, de toute évidence, les sols ont une capacité de fixation
du carbone beaucoup plus important. Donc c'est une capacité, c'est pas pour ça que c'est comme ça que ça se passe, mais effectivement, tournons-nous vers les sols. Tournons-nous vers les sols à la fois pour la biodiversité qu'elle renferme, parce qu'elle renferme une biodiversité absolument extraordinaire, et c'est évidemment une biodiversité utile aussi pour un certain nombre de processus écosystémiques, non seulement utile mais indispensable, mais en plus, ces sols ont une capacité de fixation du carbone qui est très importante, et les deux sont complètement complémentaires. Donc ce plan 4 pour 1000, aujourd'hui donc le FOL, Ouais. peut-être 10 ans après, on va Ouais. dire, hein. On en est où? Est-ce qu'il y a toujours une Alors, mobilisation? point positif, il s'est beaucoup internationalisé, hein. Donc, il y a des réunions régulières, etc. Mais j'ai encore lu des derniers écrits du ministère, etc. J'ai l'impression qu'on n'en parle plus comme quelque chose qui pourrait être intéressant, alors que c'est tout à fait complémentaire de l'agroécologie, etc., d'une façon importante. Et je pense que ce serait important de pouvoir le remettre sur le devant de la scène, ces aspects-là. Et bon, il y a un plan à l'heure actuelle qui se met en place sur les haies, des choses comme ça, mais on pourrait justement, à ce niveau-là, en parler de ça, de ce 4 pour 1000. Merci beaucoup, merci Thierry Gauquelin. Alors si vous voulez poursuivre cette conversation avec Thierry, je vous invite à lire son ouvrage Des arbres et des forêts aux éditions L'Harmattan. C'est un dictionnaire pour comprendre ces fabuleux organismes vivants. On le met à la disposition de vous tous à la librairie bibliothèque gratuite de Bleu Tomate, évidemment, si vous souhaitez nous l'emprunter à condition de nous le rendre. Et puis également les écologiques que vous connaissez bien maintenant, qui ont été édité chez Actes Sud, voilà, avec les 4 Thierry, Thierry Dutoit, Thierry Gauquelin, Thierry Pérez et Thierry Tatoni. Et magnifiquement illustré par Margot Bida. Et oui, tu fais bien. Et magnifiquement illustré par Margot Bida. Merci, à bientôt. Merci. Qu'est-ce que...